Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jean-Christophe Légat, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur thérapeutique à l'Université de Lyon et vous coordonnez les équipes d'évaluation des effets thérapeutiques de l'université. Alors on vous invite parce que vous avez rendu une étude début janvier qui a beaucoup fait parler, qui a évalué l'usage de la fameuse chloroquine sur le Covid. Votre étude a estimé la surmortalité liée à l'usage de ce médicament à 17 000 morts sur les pays que vous avez pu étudier. Comment vous êtes arrivé à ces chiffres? Donc on a produit une estimation à travers de plusieurs sources de connaissances. On a essayé d'estimer le nombre de patients hospitalisés, le taux de mortalité chez ces patients hospitalisés, le taux de prescription de l'hydroxychloroquine, et puis on a extrait d'une publication collaborative internationale les effets de l'hydroxychloroquine qui est associé à une surmortalité de 11%. Donc après, on a utilisé un modèle simple multiplicatif avec ces 4 paramètres pour pouvoir estimer le chiffre que vous avez avancé dans 6 pays. Donc l'intérêt, ce n'était pas d'établir ou pas la toxicité, elle est déjà établie par d'autres études. Ce que vous cherchiez à mesurer, c'était la réalité de son impact. Exactement, hein, on a deux sources de connaissances sur cette toxicité. La première est les données de pharmacovigilance, notamment française, hein, qui avait montré effectivement des cas de décès par toxicité cardiaque, hein, qui avait d'ailleurs fait stopper l'utilisation de l'hydroxychloroquine en France vers le 20 avril de tête. Et puis des études, notamment l'étude Recovery britannique, qui avait montré donc, une surmortalité d'origine cardiaque de 0,4%. Et donc ces faits est établi. Et la question scientifique qu'on voulait poser, pour l'ensemble des molécules, mais aussi plus spécialement pour l'hydroxychloroquine, était de savoir ces chiffres relatifs, dans quelle mesure en fait, ça pouvait avoir un impact numériquement pays par pays. Alors le chiffre que vous avez trouvé est une estimation, parce que même le chiffre de mortalité est aussi une estimation. Donc ça pourrait être entre plutôt 3 000 et 30 000 en réalité. Voilà, je pense qu'il faut vraiment retenir un ordre de grandeur sur finalement deux effets. Le premier, en fait, c'est un petit effet, hein, une augmentation de 11%. Ça veut dire que pour 100 patients exposés, bah, ça fait passer à 110. Et puis l'autre, c'est le taux de prescription. On s'en est rendu compte par cette étude qui était dans certains pays extrêmement important. Donc quand vous multipliez des petits chiffres avec des grands chiffres, on s'est posé la question de savoir dans quelle mesure ça pouvait générer des effets. Et donc, effectivement, c'est ce qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'à l'échelle de pays tels que la France, l'Italie ou l'Espagne, en fait, on obtient plusieurs centaines à plusieurs milliers de décès. En France, oui, en France, votre étude retient le chiffre de 199 décès, mais 19 000 aux États-Unis. Alors c'est particulièrement imprécis pour la France, hein, parce qu'on n'avait qu'une source de connaissance sur le taux d'exposition à l'hydroxychloroquine. Et il apparaît tout de même qu'en France, les confrères, lors de la première vague, ont été assez mesurés quant à cette prescription, comparativement à d'autres pays tels que l'Espagne, où les taux de prescription étaient supérieurs à 50%. Voilà, et pour les États-Unis, c'est une population qui est très très grande, Malgré hein. le professeur Didier Raoult, sa médiatisation à l'époque, les débats en France, les médecins ont peu prescrit Il en semble France. effectivement hein, qu'on a été assez prudent par rapport à ça, hein, et qu'on a eu quasiment autant recours, voire plus aux corticoïdes, qui sont des médicaments qui sont révélés efficaces que pour l'hydroxychloroquine. Oui. Contrairement, alors c'est les États-Unis qui ont beaucoup prescrit, puis après des pays que vous n'avez pas étudiés parce que vous manquez de données et qui ont beaucoup prescrit, notamment le Brésil ou l'Inde. Effectivement, hein, on a des éléments à la fois journalistiques, des prises de position des différents gouvernements pour penser que c'est des pays qui ont très largement prescrit cette molécule, et on est incapable, je pense, de produire des estimations fiables alors que ces pays sont densément peuplés. Mais à partir de votre étude, la conclusion que vous faites, c'est que le chiffre est très largement sous-estimé. Alors, il y a différentes sources d'incertitude qui peuvent conduire à des sous-estimations ou des surestimations, hein. Vous avez bien précisé le fait que c'était une estimation, une simulation, hein, qui génère des incertitudes. La première source de sous-estimation potentielle, bah, c'est le nombre de pays pour lesquels on avait des données. Ça, vous l'avez bien dit. Et puis, il y a éventuellement des éléments qui pourraient conduire à une surestimation, hein, sur les chiffres qu'on a conduits.
Et notamment, on s'est rendu compte que les chiffres de mortalité intra-hospitalière, le nombre de patients hospitalisés n'étaient pas des données extrêmement faciles à extraire, pour lesquelles on a dû faire parfois des hypothèses. Et puis ce chiffre de surmortalité de 10% d'hydroxychloroquine, dans la publication qu'on avait, ça allait de 2% à 20%. Donc si vous prenez 2%, comparativement à 10%, ça fait une surestimation d'un facteur 5. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on évalue un médicament, les médecins, les pharmacologues, les thérapeutes, on ne peut pas accepter de sous-estimer la toxicité d'un médicament. Et cela, il faut bien le garder en tête. C'est-à-dire qu'il faudrait, si on voulait être complètement honnête, plutôt prendre les estimations les plus hautes, parce que c'est ce qu'on fait habituellement en pharmacologie. Donc si on prend les estimations les plus hautes en termes d'effets au niveau mondial, on est sur un chiffre qui est de quel ordre? Potentiellement de plusieurs dizaines de milliers de décès. Alors ça peut paraître assez émotionnel, il faut remettre dans le contexte. C'est une époque où on ne savait pas ce qu'on devait faire, on ne connaissait pas les molécules efficaces. Et puis il y avait une demande sociétale qui était extrêmement forte pour recevoir des médicaments, même si on ne connaissait pas l'effet des médicaments. Donc finalement, Ce qui était une erreur, parce que finalement, le taux de mortalité des patients n'était pas tel que ça justifiait de donner n'importe quelle molécule. effectivement, c'est ce qu'on appelle l'usage compassionnel, c'est-à-dire donner des médicaments dont on ne connaît pas les propriétés. On appelle ça plutôt des candidats médicaments plutôt que des médicaments, dans des situations telles que le cancer. On sait que malheureusement l'issue est défavorable à court, moyen terme. Et là, on peut justifier de prendre des risques, si vous voulez, pour les patients, parce qu'on espère avoir des gains sur la mortalité. Là, c'était une situation qui était différente, c'est-à-dire que les patients hospitalisés avaient une mortalité de 10 à 30%, donc ce n'était pas 100%. Et même les patients les plus graves en réanimation avaient des mortalités qui étaient autour de 40%, si vous voulez. Donc il était assez probable a posteriori, c'est toujours facile de faire l'histoire a posteriori, qu'il fallait au contraire limiter l'usage compassionnel de ces candidats médicaments et au contraire favoriser les efforts de recherche, comme l'ont fait les Britanniques, en sollicitant les patients pour être inclus dans des essais thérapeutiques. Et alors, comment on explique, pas de donner des leçons, mais de comprendre que l'Institut de Méditerranée, les équipes du professeur Raoult se soient autant trompées? Je ne peux pas m'exprimer pour mes confrères, en tout cas pour la communauté médicale, pour ce que nous on a connu dans les unités Covid, c'est qu'on a surestimé l'effet des médicaments, en considérant qu'il y allait probablement avoir des médicaments qui avaient des effets très forts. L'expérience a montré que ces molécules en repositionnement avaient des effets faibles, de l'ordre de 10, 20, 30% sur la réduction de mortalité quand ça existait. Globalement, il y avait, pour faire simple, que les corticoïdes qui avaient ce type de propriétés. Et puis, dans les extrapolations, on a sous-estimé la toxicité putative autour des médicaments et on savait que l'hydroxychloroquine avait une toxicité cardiaque en dehors de la Covid, certes extrêmement faible, mais dans la Covid, il y a une hyperinflammation, et notamment du cœur, si vous voulez, donc cette extrapolation était hasardeuse, était risquée et elle s'avérait finalement délétère. Mais pour comprendre, c'est aussi une question de spécialité, de la manière de travailler, c'est-à-dire qu'ils ont produit des études qui semblaient prouver l'efficacité de la molécule. La leçon, une des leçons de ce qui s'est passé autour des médicaments dans la crise Covid, c'est qu'il ne faut pas réduire les plans de développement, au contraire, il faut les accélérer. C'est ça, je pense qu'il faut garder en tête. Les Britanniques ont bien fait. Si vous vouliez avoir accès aux médicaments, aux candidats médicaments, c'était dans des plateformes d'essais cliniques où l'ensemble des patients étaient donc inclus. Et ça a produit très rapidement des données qui nous ont permis de généraliser des comportements de prescription qui étaient adaptés en l'espace de quelques semaines à quelques mois. Et c'est des efforts de recherche qu'on n'a pas été capable de produire en France, probablement parce qu'on avait des cloisonnements autour des spécialités, effectivement, entre les microbiologistes, les infectiologues, les pharmacologues, les méthodologistes. Et puis, il y a eu un défaut de structuration autour de la recherche, où il y avait des financements qui étaient faits sur beaucoup de petites études, qui n'avaient pas les capacités de recrutement, pas les capacités d'atteindre une précision dans la mesure qui permettait d'établir un niveau de preuve important. Ça, on en a tiré les leçons? Alors, Pas tout à fait encore. je pense que si, j'en suis même certain, puisqu'il y a une agence maintenant, dont c'est la fonction en cas de nouvelle pandémie, qui est l'ANRS, Maladies infectieuses émergentes, qui est là pour coordonner les efforts de recherche en cas de nouvelle pandémie. Je suis sûr que la communauté médicale et scientifique a su tirer les conséquences de nos erreurs. Sur cette période, une des questions, c'était les prescriptions par l'ensemble des médecins généralistes, qui finalement avaient pas tant d'informations que ça. Est-ce que une des leçons, c'est qu'il faut retirer aux médecins généralistes la possibilité de prescrire tel ou tel médicament pendant une pandémie?
C'est pas des médicaments, hein. J'insiste sur le fait que c'est des candidats médicaments. Et je pense qu'une régulation extrêmement forte et un positionnement très fort des agences de régulation et du gouvernement dans ces moments d'incertitude qui est fort est absolument nécessaire pour l'ensemble de nos confrères. Il faut comprendre que quand on a un patient qui ne va pas bien ou qui est dans une situation émotionnelle qui est compliquée, on a légitimement du mal en fait à retenir le comportement, le fait de prescrire, si vous voulez. Et le fait qu'il y ait une autorité qui nous rassure, entre guillemets, qui nous assure dans le fait de ne pas prescrire, est quelque chose qui est extrêmement important. Donc il y a eu des positionnements des agences de régulation en France qui ont rappelé toujours à la prudence en fait, sur l'utilisation du médicament, avec très rapidement une interdiction de prescrire l'hydroxychloroquine, y compris en ville. Euh, voilà, je pense que c'est encore quelque chose qu'il faudra garder en tête pour la suite. Un dernier mot, on sait que le professeur Raoult peut avoir un certain nombre d'admirateurs très offensifs sur les réseaux sociaux. Depuis la publication de cette étude, vous êtes particulièrement ciblé. On a reçu effectivement un certain nombre de mails et on a pu mesurer une activité sur les réseaux sociaux qui n'est pas habituelle suite à une publication. Ça vous inquiète pas? Non, Vous y attendiez aucunement. aussi? Euh, je ne pense pas qu'un scientifique peut s'attendre à une telle réaction, parce que les messages et les mails ont des contenus étranges. Voilà, mais je pense que c'est un fait, un nouveau fait sociétal de voir effectivement la science comme un objet de débat plutôt qu'une discussion avec les prérequis, les atours habituels qu'ont les scientifiques, qui passent habituellement, pour ne pas dire quasiment exclusivement, par l'éditeur du journal. On écrit une lettre en anglais, et puis les auteurs, si la lettre a été acceptée dans la correspondance, les auteurs répondent secondairement. Donc c'est nouveau, je pense que c'est à nous, dans la communauté scientifique, à réfléchir tranquillement, à savoir comment répondre à ce nouveau fait sociétal. Jean-Christophe Légat, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.